Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous connecter aujourd'hui. Le thème du jour, ce sera la marque employeur. Moi, je suis Julie, je suis animatrice de chez Combo et je suis très bien accompagnée d'ailleurs aujourd'hui par Dounia, Sarah et Alexis. Est-ce que vous pourriez vous présenter, Dounia, de vous? Merci Julie pour cette invitation et bonjour à toutes et à tous. Donc moi je me présente, je suis Dounia Moumini, donc je suis cofondatrice du coffee shop que j'appelle aujourd'hui un lieu de vie, Bloom Café. J'ai commencé l'entrepreneuriat ça fait maintenant plus de 10 ans, en 2011. Donc moi et ma sœur, on a acheté une boulangerie de notre quartier quand on avait 22 et 24 ans à l'époque, qu'on a eu de 2011 à 2019. On a fait une petite pause d'1 an et ensuite on s'est lancé dans Bloom Café. Bloom Café, c'est quoi? On ne savait pas vraiment l'identifier au début. Est-ce que c'est un coffee shop, c'est une pâtisserie, c'est un restaurant? En fait, on a défini ça comme un lieu de vie où on peut passer à n'importe quelle heure de la journée avec des produits qui sont faits maison exclusivement, avec un cahier des charges très recherché et qualitatif. Et aujourd'hui, on a commencé par Colombe en 2021. 2023, on a eu 2 ouvertures, Saint-Ouen et Bois-Colombes. Et le petit dernier qui sort la semaine prochaine à Issy-les-Moulineaux. Super, très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un petit problème de micro. Dounia, est-ce que tu peux essayer de te mettre en micro pour voir? Vous m'entendez ou pas? Ah oui, bien mieux, ouais. Super. Merci beaucoup. Sarah, vas-y, je t'en prie, à toi. J'espère que je ne suis pas le problème de micro. Non, je crois que c'était Dounia, c'est bon. D'accord, très bien. Bonjour, moi c'est Sarah Schneeberg, je suis Content and SEO Manager chez Malou, donc spécialisée dans tout ce qui est le marketing de contenu. Malou, on est une société qui aide les restaurants à augmenter leur visibilité et à acquérir plus de clients, le tout en tentant de gagner un maximum de temps, parce qu'on sait que c'est la ressource la plus précieuse des restaurateurs. On travaille avec plus de 2000 restaurants aujourd'hui, donc sur 3 volets, donc la partie e-réputation, le référencement local et les réseaux sociaux. Voilà. Super, très bien. Et toi, Alexis, on se connaît un petit peu vu qu'on travaille ensemble, mais vas-y, est-ce que tu pourrais te présenter pour notre public aujourd'hui? Bonjour à tous, moi je suis Alexis, je suis du coup chargé de compte spécialisé sur le HCR chez Combo et j'aide les restaurateurs à améliorer un petit peu les process sur tout ce qui est gestion du temps, ressources humaines et compagnie. Voilà. Exactement. Et Combo, donc qu'est-ce que c'est? Combo, c'est un logiciel RH, en gros tout en un, qui a été créé en 2017 par Olivier Séverins. Alors lui, pour le coup, il avait commencé avec une chaîne de restauration rapide et très rapidement, il a été confronté à des problèmes de planning, de gestion des horaires, avec des Excel à n'en plus finir, du papier qui s'empile, et il en a eu marre. Donc il a créé Snapshift à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez, et maintenant Combo. On a changé de nom il y a quelques temps. Et donc voilà, donc aujourd'hui, on va du planning à la paye, les indicateurs RH, des pointeuses digitales également. Donc on équipe les TPE-PME qui ont des équipes terrain, donc restauration, bar, point de vente, salle de sport, voilà, c'est sans fin. Et donc aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, comme je vous disais en introduction, c'est la marque employeur. Donc là, le constat est clairement sans appel. On a 200 000 postes qui sont encore à pouvoir côté HCR. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi dans le chat. N'hésitez pas à nous faire part un petit peu si vous avez des problèmes de recrutement et d'onboarding. Donc, en tout cas, on note que depuis le Covid, vraiment, le secteur connaît une crise sans pareil, côté recrutement et fidélisation. Et donc, parfois, la ligne du salaire ne peut pas vraiment bouger. La masse salariale, en tout cas, on le sait, c'est vraiment le coût, le coût le principal d'une entreprise. Donc, comment on s'en sort quand on ne peut pas augmenter les salaires? Comment se différencier? Comment on attire, on recrute, on onboard dans un contexte qui est hyper concurrentiel? Si c'est vos problématiques aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le dire également pour qu'on puisse vous aider. N'hésitez pas à poser des questions également dans le chat. Il y a plein de pistes pour résoudre cette équation qui est un petit peu délicate. Et aujourd'hui, on va vraiment essayer d'explorer le côté marque employeur. Donc toi, Sarah, est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous faire un petit récap, un petit topo sur la marque employeur? Donc, la marque employeur, c'est un concept qui nous vient des États-Unis, qui date d'à peu près des années 90. Ça fait un petit moment déjà qu'il est hyper utilisé dans les entreprises, notamment par les ressources humaines.
Donc le principe est assez simple, c'est d'appliquer en fait les techniques du marketing aux ressources humaines. Donc là où une marque va aller attirer des clients avec un ensemble de signes qui sont son storytelling, son univers, etc., c'est cette fois l'entreprise qui devient la marque et qui va essayer d'attirer des candidats et surtout de fidéliser des candidats avec, pareil, un ensemble de signes, de storytelling, de valeurs dont on va parler un peu tout à l'heure, et avec toujours cet objectif d'attirer et de fidéliser un maximum les candidats. Ouais, et bah, c'est hyper intéressant justement, et c'est vraiment notre sujet aujourd'hui. On a plusieurs parties à vous présenter. La première, ça va être comment essayer d'attirer les candidats. Donc, comme je disais, dans un contexte qui est très concurrentiel. Dounia, on va commencer avec ton expérience qui est hyper riche. Merci encore de participer à ce webinaire d'ailleurs. C'était quoi un petit peu, toi, tes challenges? Tu nous parlais de la boulangerie que tu avais reprise avec ta sœur. C'était quoi un petit peu tes challenges quand tu as commencé ton aventure entrepreneuriale? Bah, déjà, nous, on a accumulé plusieurs handicaps, on va dire ça, parce qu'on était quand même très jeunes à l'époque, 22 et 24 ans. Derrière, on était très novices dans le métier, parce que nous, c'était une reconversion. Donc, aller tirer la légitimité auprès des différents acteurs, mais qui peuvent être aussi nos salariés, que nos fournisseurs. Et en plus, donc, on était jeunes, femmes et pas du métier. Donc, c'était quand même assez complexe. Mais après, on est des acharnés de boulot. Du coup, on a travaillé pour essayer de compenser tous les manquements. Parce qu'il faut être honnête, hein, quand on se lance dans un business, c'est pas inné. On n'apprend pas à être chef d'entreprise. Donc, on le devient. Donc, on fait des erreurs, on analyse quelle était l'erreur et on essaie de ne plus la reproduire. Donc, c'est ça un peu principalement notre principal challenge dans les débuts. Ouais, c'est sûr que tu disais plusieurs handicap, bâton dans les roues, en tout cas, à développer votre entreprise, mais vous l'avez fait, ça c'est chouette. Comment ça s'est passé, vos premiers recrutements? C'était quoi les profils un petit peu que vous cherchiez dès le départ, que ce soit en boulangerie ou en restauration? Bah, déjà, il faut savoir une chose, c'est que nous, notre première entreprise, ça a été le rachat d'une entreprise. Donc, il y a un transfert du contrat de travail. Donc, on a conservé les salariés qui étaient déjà présents. Donc, sauf que quand, et ce n'est pas pour rentrer du tout dans une caricature, mais quand on passe d'un homme de 50 ans qui a 20 ans de métier à deux jeunes filles qui viennent d'arriver, forcément, ça change le rapport. Donc là, ça a été quand même beaucoup plus complexe en termes de positionnement. Mais après, je vous dis de manière très honnête, au début, ça a été compliqué. Mais il faut toujours être correct avec les gens, montrer qu'on a un objectif commun, c'est le développement de la boîte. Donc, au début, ça a été compliqué, mais dans les 2 premières années, on a augmenté de 20% de notre chiffre d'affaires, on a mis des choses en nouveauté, parce que c'est aussi très dur. C'est quand c'est des boîtes qui fonctionnent et qu'on a l'impression que ça roule, on perd la fraîcheur. Et avec un point de vue différent, une expérience différente, et c'est ce que je remarque autour de moi, c'est qu'aujourd'hui, des gens qui ont des profils plutôt atypiques, c'est ceux qui s'en sortent le mieux, parce qu'ils ne reproduisent pas de manière mécanique ce que les autres ont fait. Et nous, ça a été ça notre principale force. Et aujourd'hui, ce qui me guide beaucoup dans mes recrutements, c'est plutôt c'est très subjectif, hein, mais c'est aussi le feeling. Moi, je m'en fiche que la personne ne soit pas extrêmement formée, etc., mais si elle a envie d'être là. Parce que j'estime que si on a l'envie, on peut faire plein de choses, alors qu'on peut avoir toute l'expérience voulue, mais si on n'a pas envie, on n'arrivera pas à en tirer le maximum. Et justement, alors aujourd'hui, moi, je parlais d'un peu de la crise après Covid dans l'intro. Est-ce que vous avez des défis bien précis côté recrutement aujourd'hui? Bon, déjà, il faut savoir une chose, c'est que nous, on a ouvert en plein Covid. Donc, moi, quand j'ai ouvert Bloom Café, donc il y avait encore la restriction en termes de restauration. Donc, nous, le premier mois, on ne pouvait pas accueillir les gens sur place. Donc, c'était uniquement à emporter. Donc, c'était un défi. C'est-à-dire qu'on a monté tout le projet pendant le Covid. Donc, on était déjà un petit peu, un peu courageux de se lancer en pleine expérience Covid. Donc, on y arrive ici. Après, moi, j'avais fait un constat aussi pendant le Covid, c'est que de toute façon, il y avait un élément, je ne peux pas dire s'il était positif ou négatif, mais la démocratisation du télétravail. Et donc, nous, ça a été aussi un des leviers dans notre concept, qui a été de se dire, les gens vont travailler depuis ces jeux, sauf que ce n'est pas forcément hyper pratique d'être toute la journée, on a envie de prendre un peu une bouffée d'oxygène, donc on va ouvrir nos cafés aux télétravailleurs. Donc, on a prévu des prises un peu partout, une Wi-Fi. Donc, nous, ça a été plutôt une opportunité.
en termes de business. Après, maintenant, une chose est sûre, c'est qu'il faut faire face à un marché de l'emploi qui est quand même très tendu, où beaucoup de gens se sont éloignés du monde de la restauration suite au Covid. Donc, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a un business qui est un peu différent. C'est qu'on est ouvert en continu de 8h30 à 19h tous les jours. Donc, ça nous permet d'avoir des postes soit du matin, soit de l'après-midi, pas de coupure et pas de travail le soir. Je pense qu'il y a aussi des conditions de travail qui sont quand même un peu plus privilégiées alors, lorsqu'on est dans le monde de la restauration classique. C'est sûr, je pense que c'est aussi l'une des choses sur lesquelles il faut jouer parce que c'est vrai que la réputation de ce secteur a un peu mauvaise presse de j'aurai pas un équilibre vie pro, vie perso qui va m'épanouir, je vais m'épuiser. Moi, quand j'étais serveuse, par exemple, je commençais le matin, j'avais une pause de 5 heures où je pouvais rien faire et à la fois tout faire et après je reprenais le soir, c'était vraiment chaotique, quoi. Et aujourd'hui, tes meilleurs candidats, comment tu sources tes candidats, comment tu les trouves? Aujourd'hui, c'est un petit peu tout parce que je ne l'ai pas dit en introduction, mais nous, on est passé quand même de 5 collaborateurs en 2021 à aujourd'hui une trentaine et je pense que d'ici fin 2024, on sera presque une quarantaine. C'est qu'en fait, on a eu un développement très rapide. Donc aujourd'hui, pour le sourcing, c'est très complexe parce qu'on est passé partout, par Pôle emploi, par Indeed, par des posts sur des stories Instagram, par aussi des connaissances, parce qu'on a la chance d'avoir un réseau un peu large, donc par des amis qui nous recommandent telle et telle personne. Après, de manière très honnête, je n'ai pas un sourcing privilégié. On teste tout et on voit. Ouais, d'accord. C'est ce que tu parlais, effectivement, le côté souplesse, un peu agilité, de voir ce qui fonctionne pas et ensuite d'ajuster, c'est top. Est-ce que toi, Sarah, tu aurais quelques astuces à nous partager pour justement recruter les bons candidats? Tout à fait, Julie. Alors, chez Malou, notre corps de métier, c'est plutôt le marketing digital pour attirer des clients. Donc là, ce qu'on va faire, c'est plutôt se concentrer sur attirer des candidats. Et encore une fois, c'est le principe de la marque employeur. Ça va être d'utiliser ces outils-là. Donc, on a préparé 6 étapes qu'on trouve assez intéressantes pour des restaurateurs, pour pouvoir attirer des clients demain. On va commencer dans l'ordre. La première étape, qui est un peu évidente, c'est l'offre d'emploi. Là-dessus, il y a 2 choses qui sont assez intéressantes, qu'on ne fait pas forcément. Un outil de marque employeur, c'est de créer un persona candidat. Donc, c'est-à-dire créer le candidat idéal, que ce soit en termes de compétences, de personnalité, vraiment d'arriver à cerner ce qu'on attend sur un poste, avec des détails auxquels on n'a pas forcément pensé. C'est ce qui va permettre, dès l'offre d'emploi, de cerner un maximum et d'éviter un risque de employer une mauvaise personne ou de départ prématuré parce qu'on n'a pas bien cerné l'offre d'emploi. L'autre élément de marque employeur qui est très connu, c'est évidemment la description. Donc, quand on va publier une offre d'emploi, on va insérer des éléments marque employeur. Généralement, c'est l'histoire du restaurant, ça va être sa date de création, l'histoire des fondateurs, les origines, les spécialités. Et puis, ce qu'on appelle plutôt les valeurs marque employeur, c'est-à-dire les engagements. Ça peut être écologique, ça peut être l'esprit d'équipe, ça peut être la transparence, ça peut être l'excellence. Ce qui va, ce que vous avez envie de dire à un candidat en termes de savoir-être, pour être sûr que ce soit le bon match. Donc voilà. Est-ce que toi, Dounia, justement, tu valorises ce type d'éléments pendant le processus de recrutement? Est-ce que tu parles de tes valeurs, de votre histoire? Est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour toi? C'est vachement important parce que moi, quand je recrute des collaborateurs, je leur dis qu'en fait, il faut adhérer au projet. Si vous cherchez uniquement un job, ça ne va pas le faire dans le sens où il faut vraiment être en adéquation avec l'ADN de l'entreprise et les valeurs qu'on porte. Parce que nous, ce n'est pas un terme courant dans la restauration, mais c'est une sorte de petite start-up qui a connu une belle croissance, aussi bien en termes d'implantation que de recrutement de collaborateurs. Donc, il faut adhérer au projet. Et moi, je le dis toujours, c'est que on teste ensemble, on voit ça le fait pas, dans 15 jours, on fait un point et ensuite, on n'est pas fâché, mais c'est juste me dire: «Écoutez, je rentre pas dans le concept, ça me plaît pas» et comme ça, on gagne du temps et de l'énergie, ce qui est pour moi le plus précieux. Ouais, tout à fait. C'est sûr. Et d'ailleurs, tu emploies un mot hyper intéressant qui est le mot ADN, qu'on emploie beaucoup en marque employeur, qui est vraiment ce mélange de tout ça, d'histoire, de valeurs, de storytelling, qui fait le squelette en fait d'une marque, mais aussi d'un restaurant, d'une entreprise. Alors la deuxième chose qui peut être intéressante, c'est le premier réflexe qu'ont des clients, mais c'est aussi celui d'un candidat, ça va être de googler, tout simplement, avant même votre site web, avant tout. Donc nous, ce qu'on conseille toujours chez Malou, c'est d'avoir ce qu'on appelle la fiche Google
Google My Business absolument impeccable pour 2 raisons. La première, c'est que c'est votre vitrine employeur et votre vitrine client, mais aussi parce que c'est ce qui va favoriser ce qu'on appelle votre référencement local, c'est-à-dire votre capacité à arriver en haut des recherches sur Google lorsqu'on recherche, par exemple, brunch Paris 11 ou voilà, votre restaurant ou des mots-clés. C'est ce qui fait que vous arrivez en premier. Donc c'est assez simple, hein, il y a quelques bons réflexes à avoir qui ne sont pas très sorciers. La première chose qui est très importante, c'est de mettre à jour vos horaires sur toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes. Donc ça va être Google, TripAdvisor, La Fourchette. C'est un moyen de dire à l'algorithme que vous êtes professionnel, que vous êtes à jour, que vous êtes ouvert. Donc c'est hyper important. Ensuite, de détailler un maximum d'informations sur Google My Business, donc votre description avec les bons mots-clés. La partie attributs, donc ça va être vos moyens de paiement, le Wi-Fi gratuit, vos options, etc. La partie catégorie, est-ce que vous êtes adapté au PMR, est-ce que vous avez un extérieur, etc. Et puis, hyper important aussi, répondre aux avis. Donc, répondre systématiquement aux avis en moins de 72 heures. Déjà, c'est un moyen d'être très bien vu et référencé sur Google, mais c'est aussi votre image, parce que c'est ce qu'un candidat, comme un client, va aller voir tout de suite. Est-ce que vous avez des bons avis positifs, négatifs Et là, pour le coup, un truc qui pourrait être intéressant pour vous, ce serait de demander à un employé ancien ou actuel de vous laisser un avis sur la partie employeur. J'ai travaillé dans ce restaurant, j'ai adoré l'ambiance en cuisine, j'ai appris ça, ou en salle, ou voilà, de laisser un commentaire sur quelque chose qu'ils ont apprécié chez vous. Ça peut être très sympa. Voilà. Ensuite, le point un peu évident, mais qu'il faut poser un moment, c'est créer une marque employeur. Ça peut paraître un peu flou comme ça. Donc en fait, c'est assez simple, hein, c'est posé par écrit ou sur votre ordi ou comme vous le voulez, seul ou à plusieurs. Ce qui est votre marque employeur, en commençant par l'histoire de l'établissement, donc la date de création, les origines, les fondateurs, leurs histoires, la spécialité, les régions, le quartier, enfin vraiment tout ce qui peut vous définir. Et aussi, pourquoi pas, des anecdotes. Une anecdote, ça peut tout à fait rentrer dans la fondation de votre histoire. Ensuite, ça va être votre personnalité. Je pense que ça va aussi beaucoup dépendre de l'établissement. Est-ce que vous vous voyez, vous tutoyez quand vous adressez un candidat ou un client, votre ton, l'ambiance qu'il y a dans le restaurant, mais aussi votre design, vos couleurs, même vos polices. C'est des choses qui peuvent rentrer dans la marque employeur. Et puis, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, vos valeurs. Donc ça, c'est peut-être le plus important. Donc vos engagements, vos produits, votre cuisine, ce qui fait que voilà, vous avez un rapport au candidat qui est unique et que vous attendez une personnalité, comment dire, une sorte de personnalité chez un candidat. Et là, un exemple un peu concret pour que ce soit un peu moins flou. Nous, un exemple qu'on aime beaucoup, c'est Big Mama, que vous connaissez forcément, qui ont créé une marque extrêmement forte et une marque employeur extrêmement forte à l'aide de ce qu'ils appellent la Squadra. Donc, c'est leur équipe en italien, où ils sont 80% d'Italiens. Ce qui est très important, cette italianité dans leur identité. Et on va dire que ces candidats pour les clients, cette équipe pour les clients comme pour les candidats, c'est vraiment l'atout charme de Big Mama. Et ils vont le concrétiser à travers des contenus sur leurs réseaux sociaux. Ça va être des vidéos comiques, ça va être des vidéos dans les coulisses, ça va être des portraits un petit peu attachants des équipes, une présentation d'une personne de l'équipe, une interview, un questionnaire de Proust. Voilà, en fait, tout est bon tant que les équipes se mettent un peu en scène. Alors après, il y a peut-être une difficulté on entend beaucoup de community managers en parler. Il y a une difficulté qu'on peut rencontrer lorsqu'on essaye de créer cette marque employeur sur les réseaux, c'est d'avoir des équipes qui n'ont pas envie de participer. Donc les conseils qu'on dit avant de démarrer ce genre de choses, c'est de vous appuyer sur les membres de vos équipes que vous avez repérés, qui ont déjà peut-être une forte personnalité, qui aiment être sur les réseaux, qui vont avoir envie de le faire, et ceux qui n'ont pas du tout envie de le faire, pour éviter que ça se passe mal. Et ensuite, je sais que vous pouvez, ça se fait chez certains de nos clients, faire des réunions assez régulièrement où vous montrez les posts qui ont été faits et vous montrez le nombre de likes, le nombre de commentaires, ce qu'on appelle des vanity metrics, c'est-à-dire des chiffres qui vont donner envie et créer une émulation. Ah bah tiens, ce post a marché, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça la semaine prochaine Voilà, ça marche très bien. Et donc, sur la diffusion de la marque employeur en général, LinkedIn, c'est une chose, c'est peut-être pas le réseau le plus intéressant. Ce qui se fait pas mal, c'est les posts aspirationnels. Donc, c'est plutôt des posts avec du long texte où vous célébrez un anniversaire d'embauche, où vous racontez un peu ce qu'un membre de votre équipe vous a inspiré. Enfin, voilà, c'est des contenus peut-être moins intéressants pour les restaurateurs. Par contre, Facebook et Instagram, là, ça va être vraiment clé pour développer une marque employeur. Là, vous avez vraiment l'embarras du choix, que ce soit des photos, des stories, des vidéos, donc des formats dans les coulisses qui montrent les dessous du restaurant. Ça peut être des événements informels, ça peut être les préparations en salle, en cuisine, des témoignages de salariés, des questionnaires. La Big Mama, je crois qu'ils ont fait à toutes leurs équipes un questionnaire sur leur pizza préférée, en plaisantant toujours avec la pizza à l'ananas, avec un peu un running comme ça qui est très sympa.
Voilà, donc ça, c'était les grandes étapes à faire. Et puis, il y a peut-être une étape, c'est proposer des avantages. Je ne sais pas si j'en parlerai maintenant. On en parlait tout à l'heure. La rémunération est malheureusement un peu problématique parfois dans le secteur. Et depuis la crise, c'est compliqué d'attirer quand on propose une qualité de vie qui est compliquée. Julie, toi, tu as travaillé en restauration, moi aussi, je crois que tout le monde ici, on connaît bien. Malheureusement, c'est des horaires qui sont difficiles, c'est un métier qui a une certaine pénibilité. Et donc, proposer ce qu'on appelle un pack d'avantages, en plus du salaire, ça va permettre de créer de l'attractivité autour d'un poste. Et donc, ça va être des repas et snacks gratuits, ça c'est très classique. Mais ça peut être aussi des horaires flexibles, des jours de repos supplémentaires. Ça peut être des récompenses lorsque certains objectifs sont réussis. Et des récompenses qui peuvent être des primes, des dîners dans des bons restaurants, des chèques cadeaux, des cadeaux en nature. Ça peut être très original, ça peut être des abonnements dans des salles de sport, par exemple, des participations aux frais de déplacement. Ça peut être des formations, quelque chose qu'on ne fait pas forcément énormément et qui peut donner une perspective d'évolution sur un poste en restauration, par exemple en mixologie ou en barista, voilà, les choses qui peuvent donner envie à vos équipes. Ça peut être des intéressements aux résultats du restaurant, ou encore, ça se fait beaucoup des primes de cooptation, qui est une manière hyper intéressante de formaliser le bouche à oreille. Donc là où un membre de votre équipe va peut-être réussir à attirer un candidat, là, avec une prime de cooptation, il y a une récompense à la clé. Et donc, ça crée vraiment de la motivation. Et je reviens sur ce que tu disais un peu plus tôt, Sarah, quand on parlait de la diffusion de la marque employeur. Toi, Dounia, quand on a préparé un petit peu cet événement, tu nous parlais de la manière dont tu communiques sur ta marque employeur et même côté personal branding, donc plus toi et ta vie de créatrice d'entreprise. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ces points-là? Comment tu te débrouilles? C'est complexe, hein, parce que comme je disais, quand on se lance là-dedans, en fait, c'est un tout nouveau métier sur lequel on doit être multicarte et on n'apprend pas ça forcément dans la création d'entreprise et dans l'entrepreneuriat, donc on apprend. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait en termes de personal branding et de marque employeur, c'est déjà valoriser nos équipes. Aujourd'hui, nous, on a un vrai travail fait sur le community management où tu l'as dit tout à l'heure, hein, on va faire des posts sur nos collaborateurs pour dire ce qu'ils font, leur expérience et qu'est-ce qu'ils veulent faire par la suite. Vous voyez, ça, c'est hyper important parce que derrière, nous, on voit c'est les posts où il y a le plus d'interaction. C'est ceux où on met en valeur nos collaborateurs ou nous-mêmes ou l'esprit d'équipe. Vous voyez, par exemple, nous, on a l'habitude de faire des séminaires d'entreprise, de faire des restaurants d'entreprise, des choses comme ça avec toutes les équipes, parce que aussi, il y a aussi notre difficulté, c'est que nous, on a aujourd'hui 4 sites. Et on a des équipes qui sont dans des cafés différents, qui ne se connaissent pas forcément, mais qui vivent les mêmes choses. Donc, ça nous permet, ces temps off, de créer une communauté au sein même de nos équipes avec des établissements qui sont différents. Et après, le personal branding, c'est aussi très, très important aujourd'hui, qui n'est pas facile pour moi, de manière très honnête, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dans la communication, de se mettre en avant, c'est vachement important. Donc, depuis quelques semaines, je me suis créé un Instagram public, on va dire, pour mettre, mais c'est très compliqué, mais on n'apprend pas forcément à faire ça, mais aujourd'hui, on est quand même, on est obligé et après, c'est aussi important de véhiculer aussi nos valeurs, notre ADN, notre histoire, parce que derrière, ça crée aussi un sentiment de proximité aussi, que ce soit aussi bien avec nos collaborateurs qu'avec nos clients. Et derrière, ils ont l'impression d'un peu de nous connaître en venant chez nous. Et ça, c'est déjà gagné parce que ça favorise, je pense, la fidélisation, de se sentir déjà part d'une équipe avant même d'y avoir mis les pieds. Je pense que c'est tout de même un avantage. Et ça permet aussi de savoir est-ce qu'ils veulent être chez nous ou pas. Oui, bien sûr. Parce que sinon, voilà, on gagne du temps. D'un côté comme de l'autre, au final. Bien sûr. Le candidat peut choisir de rester ou pas. On a une personne dans le chat qui nous demande plus de précisions sur la prime de cooptation. Donc, en fait, la prime de cooptation, c'est le fait de proposer une prime exceptionnelle à vos équipes. Si elle recommande un employé, par exemple, un poste de barmaid est disponible. Et donc, on va avoir l'employé A qui recommande l'une de ses connaissances avec qui il ou elle aurait déjà travaillé. Et une fois que cette personne soit a dépassé la période d'essai, soit même travaille chez vous depuis 6 mois, enfin, c'est vous qui mettez un petit peu les limites, l'employé peut recevoir une prime. Parfois, c'est 200 €, parfois, c'est plus, parfois, c'est moins. Donc, ça permet de créer un réseau
assez fort. Et surtout, si vos employés sont de confiance, ils vont pas vous recommander, ils vont vous recommander justement quelqu'un qui se sentirait aussi bien dans votre entreprise. Donc, c'est pas mal. C'est du bouche à oreille rémunéré au final. Et ça marche plutôt bien. Alexis, on parlait justement des avantages qu'on peut offrir aux collaborateurs lorsqu'ils arrivent dans une entreprise. Est-ce que toi, tu pourrais nous parler un petit peu d'avantages d'outils digitaux, RH, etc., tels que Combo? Ouais, carrément. Moi, j'ai mes clients qui me disent souvent que leurs employés sont ravis d'avoir une solution comme Combo, dans le sens où c'est un petit peu plus, disons, dans l'air du temps, d'avoir une app sur laquelle on va pouvoir recevoir ses plannings, faire ses demandes de congé quand on est tranquille à la maison, pouvoir bien suivre ses horaires, avoir un suivi sur tout ça. Ça rassure souvent les employés. Voilà, ça, c'est les retours que j'ai de mes clients. Ok, super. Et une fois que le candidat donc, est recruté, une fois qu'on l'a trouvé, qu'on l'a recruté, comment on favorise un bon onboarding? Parce que nous, on le voit, j'ai fait un webinaire la semaine dernière ou la semaine d'avant avec un restaurant qui nous disait que il avait environ 40% de no-show, c'est-à-dire que la personne est recrutée et il ou elle ne vient pas le premier jour, ou alors il ou elle ne revient pas le deuxième jour. Et comment on fait justement pour que qu'il n'y ait pas cette déperdition de talent et pour bien onboarder les gens? Déjà bien préparer tout ce qui va être DPAE, contrat de travail, inscrire ou passer tous les documents auprès du comptable. Nous, on a des clients, Mamamouchi, Gallica, sans les nommer, qui font par exemple une espèce de mail récap avec un livret d'accueil. Ce qui est bien aussi de mettre en place, c'est un système de buddy, parrainage, on va rester en français, où quand le nouveau collaborateur arrive dans l'entreprise, ils sont un peu moins seuls dans un coin. C'est quelqu'un qui va l'introduire auprès de l'équipe. Je pense que ce qui est cool aussi et ce qui se fait, c'est un espèce de pot d'accueil où on présente tout le monde, plutôt que quelqu'un qui arrive comme ça, bonjour, je bosse là, je suis petit nouveau, qui peut être un peu gênant, voilà, qui puisse se sentir déjà dans l'entreprise avant même d'arriver. Et justement, le Mamamouchi, donc, qui est l'un de nos clients, nous disait que lui faisait un livret d'accueil justement assez récap avec, ça allait des horaires d'ouverture jusqu'aux valeurs de l'entreprise, jusqu'à l'endroit géographique s'ils ont plusieurs adresses par exemple. Et en fait, c'est vrai que parfois quand on est en situation d'entretien et qu'on ne prend pas forcément de notes, on est un peu stressé, on ne retient pas toutes ces infos. Et là, avec le livret d'accueil, avant même d'arriver dans l'entreprise, on se sent déjà, comme vous disiez, presque partie de l'équipe avant même d'y mettre un pied. Donc, effectivement, très chouette. On va passer à notre seconde partie. Là, on parle de se dégager du temps, justement, pour travailler sa marque employeur. Toi, Dounia, où est-ce que tu perdais le plus de temps à tes débuts? Les débuts, c'est quand même très complexe parce qu'aujourd'hui, surtout dans la création d'un café, d'un établissement, c'est la gestion opérationnelle. Et qui dit gestion opérationnelle dit manque de temps, surtout le back-office qui peut être création d'un marque employeur, mais les plannings, la gestion des réseaux sociaux, etc. Et aussi, ce qui est très complexe, c'est tout ce qui est la trésorerie. Parce que comme nous, je veux dire, on est deux sœurs qui avons fondé cet établissement, on n'a pas de fonds d'investissement ou voilà, on a un budget limité, on ne peut pas forcément se faire aider dans les débuts. Donc, forcément, on tire. On n'a pas des journées de 10 ou 8 ou 10 heures, ça se transforme en des journées de 14, 15, 20 heures, ça dépend, surtout dans les débuts. Et ce qui aide, c'est quand on arrive à créer un écosystème qui est vertueux, donc qui plaît aux clients, etc., ça nous permet de pouvoir embaucher plus, derrière de se libérer du temps pour développer la marque employeur, mais faire du développement aussi. Et en fait, c'est un cercle vertueux qui se crée. Et donc, le second temps, donc, au début, c'est l'opérationnel. Ensuite, on va dire tout ce qui est obligatoire, qui va être planning, gestion de tout ce qui est nécessaire. Et après, pour travailler sur le troisième temps, qui va être plutôt le développement et développement de la marque employeur, développement d'une communication un peu plus poussée. Donc, il y a 3 temps. Et donc, se faire aider, par exemple, sur des applications comme Combo, comme Malou, etc., ça nous fait gagner du temps qui va être… En fait, aujourd'hui, moi, ce que je préconise au maximum, c'est les tâches sur lesquelles on n'est pas pionnier, il vaut mieux les déléguer. Ça sera mieux fait. C'est une économie de temps, d'argent et d'énergie. Et sauf que quand on veut tout faire, on a l'impression qu'on maîtrise, mais en réalité, on fait les choses à moitié et c'est ça qui ne fonctionne pas.
Donc, Oui, vraiment se dégager du temps où on a une valeur ajoutée la plus importante. Aujourd'hui, moi, ça m'arrive d'être encore des fois dans mes cafés et donner un coup de main à l'équipe s'il y a beaucoup de monde. Mais moi, ma valeur ajoutée, elle n'est pas à essayer de faire d'aider mes équipes. Aujourd'hui, il faut que je sois ailleurs. Et c'est là où je vais tirer le maximum de jus, en fait, de mon temps. Oui, parce que c'est vrai que nous, bah, Alexis, tu pourras en parler. Nous, c'est vrai que parfois on a des personnes intéressées par Combo au téléphone et on leur dit effectivement, tout comme Malou, c'est une solution qui est payante, mais derrière le temps gagné et l'argent économisé est quand même proportionnel. Et comme tu disais, on se consacre à des tâches qui sont plus stratégiques, plus intéressantes pour le développement même du business. Au final, au lieu d'avoir la tête dans le guidon, entre guillemets, ce qui marche au début, mais sur la longueur, on peut vite s'épuiser aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens encore des points de tension où tu aimerais gagner encore plus de temps globalement, sur, je sais pas, un peu tout? Bah, si, forcément, parce que là, on sort la 4e boutique. Donc, en fait, c'est l'éternel recommencement. À Ouais. chaque fois qu'il y a une boutique, on recommence. Donc, on gagne du temps parce qu'on se fait des cahiers des charges déjà en répertoriant tout ce qu'on doit faire, parce que déjà, on économise son temps et son énergie et de la place dans le cerveau en se disant, bah, j'ai ça, 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 donc on n'a plus à chercher ce qu'on doit faire. Ça, c'est une première chose. Et aujourd'hui, je me concentre sur chercher des bons partenaires, pas uniquement des fournisseurs, sur lesquels je vais pouvoir avoir une vraie confiance, parce que la difficulté, c'est que quand on est fatigué, quand on essaye de tout faire, et ben en fait, c'est le meilleur moyen de se planter. Et surtout quand on a quelque chose qui est assez exponentiel et un projet qui est en forte croissance. Si on veut tout faire, on ne peut pas être partout. Il faut accepter qu'on est humain, que la journée fait 24 heures, qu'on a tous besoin de dormir, qu'on a tous besoin. Donc, il faut vraiment être le plus efficient possible. Donc, aujourd'hui, moi, donc, toute cette partie, la première, deuxième, troisième partie, j'ai réussi à me libérer parce que je me fais aider. Et maintenant, je me fais aider sur une 4e partie, mais qui est un peu plus poussée. Ça va être tout ce qui est fonction support. Maintenant, j'ai une chargée de communication, j'ai une assistante, ce que je ne pouvais pas me permettre au début. Mais je sais que grâce à elle, je vais pouvoir me dégager plus de temps pour pouvoir tirer un maximum mes entreprises vers une réussite, on va dire. Je sais pas. Côté humain, effectivement, tu commences à te staffer de plus en plus, ça c'est super. Côté outils, tu parlais de Malou et Combo. Est-ce que tu utilises d'autres outils annexes qui pourraient te faire gagner du temps au quotidien? Bah, aujourd'hui, là, on commence à travailler avec un outil de gestion au niveau des factures, des achats, etc. Parce que, bon, tout entrepreneur le sait, quand on reçoit un mail du comptable avant la clôture où il y a 300 factures qu'on n'a pas et qu'on doit aller chercher dans sa boîte mail, c'est horrible. La rédaction des fiches techniques, parce que là, on l'a dit, vous en avez parlé tout à l'heure au niveau de la masse salariale, qui a un ratio, mais il y a aussi les achats. Vous voyez, et Bien sûr, quand on est dans un contexte de très forte inflation au niveau des matières premières, aujourd'hui, moi, un cuisinier qui ne respecte pas la fiche technique, et ben, en fait, le taux de marge n'est pas le même et derrière, ça peut tout faire péricliter. Donc, moi, c'est ce que je dis à mes collaborateurs. Aujourd'hui, en fait, ne croyez pas que vous voyez la salle pleine, que ça peut être une très bonne journée, parce que derrière, ça va dépendre de ce que vous avez sorti et de la manière, est-ce que vous avez fait d'avant décisionnel, etc. Et c'est là où c'est important que nos collaborateurs adhèrent à l'ADN de l'équipe, parce que sinon, on ne peut pas. Et c'est ce que je leur dis. Écoutez, vous savez, on va gagner de l'argent, mais c'est vous qui avez l'argent entre les mains. Moi, je mets les outils en place, je mets les coquilles, mais derrière, c'est vous qui pouvez nous tirer vers le haut. Et cette prise de conscience doit être hyper importante. Et est-ce que toi, justement, tu partages tout, ou pas tout, globalement, beaucoup de chiffres clés avec tes collaborateurs? Tu es dans la transparence avec eux? Je suis dans la transparence, oui, parce que dans le sens, ils vont avoir accès aux chiffres d'affaires, etc. Mais moi, je leur fais des boards tous les mois de récap où je leur dis aujourd'hui, le mois qui est passé, les achats, ça a été tant, la masse salariale, ça a été tant, et tout ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a autre chose qu'on ne parle pas souvent, mais c'est tout ce qui va être la casse. Vous voyez, ça, c'est un truc qui est horrible, quoi. Donc, et nous, en plus, bah oui, parce qu'en plus, nous, on fait de la pâtisserie, vous voyez. Donc, on a du matériel qui coûte cher. Et derrière, vous voyez, moi, ils vont me casser une balance, c'est 500 balles, d'accord. Un batteur, ça coûte un prix. Donc, tout ça, ça a quand même des conséquences assez fortes. Et si on n'arrive pas à gérer tout ça, c'est complexe.
Bien sûr. Et toi, alors côté marque employeur, c'est quoi tes prochains défis? Là, tu parlais d'une quatrième adresse. Est-ce que tu as d'autres défis ou des projets côté marque employeur? Bah, nous, aujourd'hui, il y a un vrai avantage à rentrer chez nous, c'est que c'est un projet qui est en croissance. Donc derrière, c'est faire monter les collaborateurs. Vous voyez, leur dire aujourd'hui, chez nous, vous allez commencer peut-être comme chef de rang, comme barista, mais derrière, pour être manager adjoint, manager, directeur de restaurant. Aujourd'hui, et tu l'as dit tout à l'heure, on est quand même dans un contexte économique qui est assez complexe. Okay, et avoir des marques en croissance et qui se développent, c'est quand même, je ne veux pas dire que c'est assez rare, mais c'est précieux. Et aujourd'hui, et vous l'avez dit tout à l'heure, en termes de rémunération, on est plafonné. Vous voyez, nous, on est dans un concept où on n'ouvre pas le soir. Donc derrière, en termes de tickets moyens, bah forcément, les gens sont quand même beaucoup plus aptes à dépenser 50 € par tête pour un dîner, mais peut-être que pour un déjeuner, ce n'est pas la même. Vous voyez, derrière, la vente additionnelle, c'est que des choses qui sont importantes. Donc, on sait qu'on est limité en termes de CA. D'accord. Et qui dit limité en termes de CA, veut dire aussi qu'en termes de rémunération du collaborateur, ça va être la même chose. Donc derrière, moi, je leur dis, écoutez, moi, c'est du win-win. Si ça va bien pour moi, ça va pour vous. Donc aujourd'hui, on commence comme ça, on fait un point dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Vous voyez. Et derrière, ils ont des objectifs. En disant, bah, voilà, on va. Après, il y a quelque chose sur lequel je vis actuellement, c'est être aussi des fois un peu à l'arrache. C'est que forcément, non mais c'est vrai, parce que comme la journée fait que 24 heures, on court un peu dans tous les sens. La création d'une nouvelle boutique, pour vous donner une petite anecdote, hein, bon, ici Lumineux, ça aurait dû ouvrir il y a 3 semaines. Ah, Mais on n'a pas l'électricité. Donc on fait comment? difficile en effet, ça me semble complexe. On a l'électricité provisoire, mais il manque une Enedis, Vienne, etc. Mm. Mais sauf que moi, les collaborateurs, je les ai déjà embauchés une partie. Ouais. Donc derrière, je dois les répartir dans les autres blooms. Sauf que bah, le gars, en fait, il a été missionné pour travailler ici Lumino. Sauf qu'aujourd'hui, bah, écoutez, aujourd'hui, en termes de formation, on va vous envoyer à Colombes. Bon, et donc, du coup, il faut une certaine souplesse. Vous voyez, aujourd'hui, on est quand même dans un cadre législatif qui est quand même assez rigide. D'accord. Donc, derrière, c'est faire tout combiner entre un business en gros développement, donc derrière, qui ont déjà un peu de souplesse. Et c'est pour ça que, vous voyez, moi, par exemple, je suis chez Combo, mais j'ai la pointeuse, etc. Donc, comme ça, il n'y a pas d'arnaque en termes de supplémentaires ou pas. Les plannings sont envoyés à l'avance. Les déclarations à l'URSSAF sont faites automatiquement. Donc, ça aussi, ça gagne du temps. Donc, tout ça, moi, c'est vraiment l'accompagnement des collaborateurs qui veulent être accompagnés. Parce qu'il y a des gens, vous avez beau leur proposer un plan de carrière, ils n'ont pas envie. Et moi, je dis toujours, le temps et l'énergie, c'est hyper précieux. Si vous n'avez pas envie d'être là, faites autre chose dans la vie, quoi. Et c'est pas grave de ne pas travailler chez nous ou travailler ailleurs, mais c'est vraiment s'épanouir. C'est sûr. On a Hassen qui nous pose une question alors qui est assez large pour toi, Dounia. Comment est-ce que vous gérez les problèmes du quotidien, logistique, panne, etc. Ça, ouais, On va faire un autre webinaire sur cette question entière, je pense. Mais est-ce que tu as quelques petites astuces justement pour gérer ça? Franchement, c'est hyper dur parce que des galères, j'en ai au quotidien. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est le truc. Mais derrière, il faut que le client s'en aperçoive quasiment pas. Oui. Et c'est ça la mission. Et sauf que, franchement, si j'avais des trucs où j'avais fait le choix, et je ne critique pas du tout ceux qui le font, chacun fait ce qu'il veut, des produits qui étaient congelés que je sors tous les matins, ma source d'emmerde serait nettement plus limitée. D'accord. Mais comme on est parti sur un truc où tout fait maison. Et donc, ça veut dire le croissant, il est fait maison. Mais vous savez, il y a un truc que vous ne vous rendez pas forcément compte, mais rien que la température peut changer un produit. Vous voyez, par exemple, le degré de pousse, ça ne va pas être le même quand il fait chaud, quand il ne fait pas chaud. Vous voyez, donc le croissant, tout le monde, sauf que quand 90% des croissants sont faits de manière industrielle, bah, le client a l'habitude de les voir tous très réguliers. Et quand c'est fait maison, bah oui, mais nous, on ne peut pas avoir un produit qui est identique tous les jours parce que c'est de l'artisanat. Vous voyez, là, nous, on vient d'être récompensé on a concouru à un concours du meilleur flan d'Île-de-France. Donc derrière, ça demande beaucoup de travail, etc. On est arrivé 5e en Île-de-France, premier du 92. Donc derrière, il y a quand même beaucoup de boulot. Sauf que derrière, ça demande aussi d'être très linéaire sur plein de choses. Donc les pannes, la logistique, etc. En fait, on a appris à travailler avec. Donc, on a des plans A, des plans B, des plans C, et on a plein de groupes WhatsApp qui nous permet. Après, aujourd'hui, nous, on a quand même des artisans qui travaillent avec nous de manière
continue, parce que des petits problèmes, j'en ai forcément. Plus on a de boutiques, plus on a des problèmes, et du coup, on peut leur passer un coup de fil et travailler. Et après, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on a des contrats de maintenance avec nos fournisseurs de matériel. En tout cas, ce que je note, c'est que tu es une femme de challenge, clairement, parce qu'à chaque fois que tu parles d'un nouveau truc, je me dis: «Waouh, quelle galère!» mais c'est super d'avoir quelqu'un d'aussi passionné et aventureux, pour un webinar. C'est important, la vie, elle est précieuse, donc si on fait des choses qui nous ennuient, on peut pas vivre, quoi. C'est sûr, ouais. c'est clair. Toi, Sarah, je vois qu'il est 40, on va peut-être pas tarder à rendre l'antenne, comme on dit, mais toi, tu pourrais nous dire rapidement, Sarah, comment on fait pour gagner du temps, justement avec Malou? Oui, tout à fait. Je rebondis un peu sur ce que disait Dounia. Chez Malou, on a vraiment cette notion du temps, elle est au cœur de tout, vraiment d'aider les restaurateurs à gagner du temps, mais aussi à se concentrer sur leur cœur de métier et donc ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils savent faire et pas perdre du temps à autre chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la partie réseaux sociaux, la partie réputation, la partie visibilité sur Google et référencement, elle est hyper importante. Aujourd'hui, on choisit un restaurant en googlant en ligne. Presque plus qu'en s'arrêtant dans la rue. Donc en fait, c'est un petit peu au cœur de tout. Donc nous, ce qu'on propose avec la Malou App, c'est de déléguer en fait toutes ces tâches sur la partie marketing digital. On compte à peu près 28 heures par mois de temps gagné. On est assez content. Donc sur la partie présence management, c'est-à-dire sur la fiche Google dont on parlait tout à l'heure, de pouvoir en un seul clic mettre à jour ses horaires sur toutes les plateformes et pas avoir à le faire une par une. Déjà, ça, c'est vraiment pas mal. Pareil, de pouvoir mettre à jour toutes les informations sur Google et pas avoir à le faire dès que quelque chose bouge une à la fois, c'est assez important. Et puis après, sur la partie, on va dire, gestion des avis, là, c'est hyper important de pouvoir y répondre rapidement. Et nous, on est assez contents chez Malou de pouvoir les automatiser et en plus avoir une IA qui, en plus, va s'adapter à votre ton pour reprendre exactement votre ton. Donc, on parlait de marque employeur, mais votre personnalité pour répondre aux avis systématiquement. Et idem sur les réseaux sociaux, de pouvoir planifier là, d'où vient disons, j'ai 4-5 établissements, pouvoir vous imaginez en termes de posts Instagram ce que ça représente. Donc de pouvoir planifier voilà, ces posts et même utiliser une IA pour être inspiré sur leur type de post, un calendrier pour savoir si c'est le jour du croissant ou la journée des droits internationaux des femmes. Enfin voilà, c'est des choses qui sont hyper intéressantes et on pense vraiment qu'on peut faire gagner beaucoup de temps à beaucoup de restaurateurs. Ça, c'est génial, c'est hyper intéressant. Et toi, Alexis, pareil, c'est quoi les points qui font le plus gagner de temps à nos clients? Moi, les clients, souvent, nous font un retour comme quoi ils passent des heures et des heures pour de la gestion admin, pour relever les heures, pour faire les plannings, pour avoir retrouvé des pièces sur un dossier d'un collaborateur. Concrètement, on dit qu'on passe entre 8 à 12 heures, c'est quasiment plus d'une journée. Donc nous, on fait gagner beaucoup de temps là-dessus, donc sur la création de planning, la communication des plannings, la partie préparation des payes, qu'on puisse envoyer la data au comptable qui soit bonne, mais également avoir un suivi sur tout ce qui va être ratio masse salariale, donc pouvoir également challenger ces managers, on va gagner du temps, avoir un suivi de tout ça. Voilà, c'est souvent ce qu'on me remonte. Et donc, c'est 80%, 75-80% de temps gagné sur la partie gestion admin RH. Voilà, souvent, comme tu disais tout à l'heure, c'est une solution payante, mais bon, je ne sais pas à combien un gérant estime son taux horaire, mais derrière, le ROI est quand même assez important. Même si tout le monde hésite un petit peu au début, derrière, il y a vraiment un gain de temps. Et je pense que Dounia, tu peux valider tout ça, que derrière, c'est un gain de temps et tu as un retour sur l'investissement, quoi. C'est sûr. Justement, si dans le chat, on a lancé un petit sondage, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Malou, sur Combo ou sur les deux, n'hésitez pas à voter. Il nous reste quelques petites questions pour Dounia. N'hésitez pas, vous aussi, à poser vos questions dans le chat. Je vois qu'il y a déjà une question à laquelle on va répondre juste après. Là, on va parler de satisfaction client rapidement. Toi, Dounia, aujourd'hui, c'est quoi tes moyens de monitorer la satisfaction client, que ce soit online ou même offline? Nous, de manière très honnête, nous, on pousse. De toute façon, on a beaucoup de clientèle qui sont, je ne veux pas dire quotidiennes, mais hebdomadaires. En fait, c'est des clients du quartier, etc. Et comme maintenant, on est clairement identifié et qu'en plus, on se montre. Donc, les gens nous connaissent. Des fois, je suis très surprise que ah, mais c'est vous, Dounia? Ah oui, c'est moi. C'est pas sympa, ça.
Ouais, c'est sympa, mais bon, du coup, quand il y a des remarques, elles sont toujours, à 90% des cas, elles sont toujours bienveillantes et dans un but constructif, parce qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément, nous. Bien sûr. Donc, c'est des choses qui sont positives. Après, les avis Google, moi, ce que je dénonce un petit peu, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'avis Google qui sont... En fait, les gens laissent un avis uniquement quand ils ne sont pas contents. C'est D'accord? vrai. Donc, nous, on pousse nos collaborateurs vraiment à essayer d'inciter les clients à laisser des avis positifs. Donc, bon, je suis aussi cliente chez Malou, du coup, j'ai tous les totems, les trucs Les possibles. totems. Ouais, voilà. Donc, on essaye vraiment de pousser ça. Aujourd'hui, on essaye d'impliquer nos collaborateurs à travers des jeux concours, des choses comme ça, pour essayer de les challenger aussi, pour laisser plus d'avis, parce que la difficulté, c'est que en fait, ce qui est très dur avec les collaborateurs, c'est horrible, hein, mais c'est qu'est-ce que je gagne? Et si Bien on n'a sûr. pas la carotte au bout, c'est très difficile de les inciter. Et c'est humain peut-être, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on est obligé de mettre ça en place. Bon, ça nous fait plaisir parce que de toute façon, ça nous permet voilà, de rajouter quelque chose aussi dans la marque employeur. Donc, ça fonctionne bien. Après, de manière très honnête, nous, ce qui est très dur dans la restauration, et c'est nouveau pour moi, parce que dans la boulangerie, on n'était pas du tout dans le même domaine, c'est qu'on ne gère pas les flux. On ne sait pas si aujourd'hui on va se faire déchirer, si demain ça va aller. Et du coup, en fonction du staff qu'on a, et des fois, je sais très bien, par exemple, un week-end où, parce que nous, on a un établissement qui est à Bois-Colombes, où on a un spot qui est canon, je vous invite à venir, qui est dans un grand jardin face à un château, donc c'est super. Mais on sait que dès qu'il fait au-delà de 25 degrés, ça va être full. Ouais. Mais sauf que quand il y a de la pluie, il n'y a personne. Donc, en termes de staff, c'est toujours très compliqué. J'imagine. Et là, c'est sûr qu'on sait que quand un jour on s'est fait déchirer, qu'on n'a pas le staff, on va avoir quand même des avis qui ne sont pas hyper positifs. Donc, on essaye de contrebalancer ça. Derrière, il y a une vraie volonté après de mettre en place des process, des choses comme ça, pour essayer aussi d'accompagner les équipes pour gérer ces moments de rush et aussi essayer de tirer un maximum d'avis positifs parce que 99% des cas, ça se passe bien. Mais forcément, il n'y a personne, même dans des étoilés, on peut vous dire qu'il y a eu un service qui s'est mal passé. Mais l'idée, c'est toujours d'être bienveillant même dans les réponses. Vous voyez, même sur les avis Google, de dire « Ah, on regrette, appelez-nous directement pour qu'on sache. » quoi. Et après, il y a aussi un autre phénomène qui est regrettable, c'est que des fois, c'est la concurrence, des fois, c'est des gens qui ne vous aiment pas, des fois, c'est des choses comme ça, et dans lesquelles on le voit de toute façon dans la rédaction des avis. Oui, c'est sûr, tu l'identifies directement. Et justement, on parlait aussi pendant la préparation de ce webinaire de tes équipes. Comment tu les formes pour favoriser la satisfaction client? Nous, aujourd'hui, on essaye de mettre en place quand même des réunions hebdomadaires mensuelles pour faire des récaps. On a des groupes sur lesquels on va partager nos avis, les avis qu'on a reçus pour essayer de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Après, tous les ans, je vous dis, on met un séminaire en place où on ferme une journée, et c'est généralement fin août, quand l'activité est un peu plus off. Et là, on va exposer ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait, nos objectifs pour l'année prochaine et quels sont les moyens qu'on se donne pour y parvenir. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la fin, donc, je leur expose, je leur dis, du coup, vous avez le plan sur l'année. Donc maintenant, soit vous restez avec nous l'année, soit vous arrêtez demain. Et moi, je l'ai dit, mais de manière très honnête. Wow. Et je dis, il ne va rien se passer. Et le lendemain, j'ai eu 2 démissions. Et qui m'ont dit, franchement, je ne me sens pas capable de vous accompagner sur le projet. Et OK, pas de problème. Ouais. Ça fait l'écrémage. On a, juste avant de se quitter, on a 2 questions de Valentin. Pour toi, Dounia, est-ce que vous avez une cuisine centrale? Vous allez jusqu'où en interne, en RH, jusqu'à la paye? Donc, commençons par, est-ce que vous avez une cuisine centrale? Alors aujourd'hui, nous, on a un labo de production qui est à Colombes. Donc à Colombes, on a l'établissement historique avec le labo. Donc malheureusement, on ne peut pas pousser les murs. Donc là, on va freiner le développement tant qu'on n'a pas trouvé un laboratoire central sur lequel on va produire tous nos produits et ensuite les dispatcher. D'accord? Donc ça, c'est une vraie nécessité. Donc si parmi vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous avez un laboratoire de production dans le 92, faites-moi signe. Première chose. Et deuxième, c'était et au niveau de l'internalisation des RH, c'est ça?
Oui, c'est ça. Jusqu'où allez-vous en interne, côté RH, jusqu'à la paye? Jusqu'où vous internalisez, Ouais, donc non, aujourd'hui, nous, au niveau des RH, on va être uniquement sur tout ce qui est planning, etc., sur lesquels on va faire nous-mêmes. Rédaction des contrats de travail, je le fais moi, parce que je suis juriste de formation, donc je sais le faire et j'ai pas de problème là-dessus. Après, moi, j'ai un super expert comptable avec qui je travaille depuis maintenant très longtemps, plus de 10 ans, parce que j'ai le même depuis la boulangerie, avec qui ça se passe très bien et en qui je fais confiance. Et tout à l'heure, tu sais, on parlait de est-ce qu'on fait appel à combo, est-ce qu'on fait appel à des choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est un coût, Bien sûr. mais derrière, la confiance et l'efficacité, ça a un coût aussi. Donc, moi, moi-même, hein, j'ai été la première à faire des arbitrages. Ah non, mais moi, je ne vais pas faire ça, ça va me coûter de l'argent, mais en fait, ça va me permettre de développer. Et c'est là où il faut avoir une vraie conscience que la chose la plus importante, c'est le temps. Le temps, une fois qu'il est passé, on ne peut pas le retrouver. Et en fait, et se faire aider par des partenaires, mais au-delà de Combo, Malou, on s'en fiche, c'est pas de la com pour vous, hein, bien que vous êtes là aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre de tirer. Moi, j'aurais été incapable, en l'espace de 3 ans, de développer mon entreprise comme ça si j'avais voulu tout maîtriser. Et il faut le maîtriser aux bons acteurs. Et une dernière question encore de Valentin. Comment gérez-vous les entretiens de suivi de vos collaborateurs? Bah, nous, bon, on n'a peut-être pas celui de la boîte dont vous avez cité le nom tout à l'heure, mais bon, nous, on a un livret d'accueil aussi, dans lequel il y a un process. D'accord? Donc, moi, il y a un process de formation sur 7 jours, donc qui est premier jour, deuxième jour, ils sont accompagnés d'un tuteur. D'accord? Troisième jour, on fait un premier point pour voir les choses qui vont pas. Une semaine après, on fait un suivi. Et après, on fait un point 2 semaines après le premier jour travaillé pour voir comment on se sent dans l'entreprise. Après, moi, à chaque fois que la période d'essai arrive à son terme, on fait un petit entretien pour se dire ce qui va pas. Et là, on se met d'accord, est-ce qu'on deal ou est-ce qu'on arrête, etc. Après, ce qui est complexe, c'est que, bon, de manière très honnête, hein, moi, ça m'est déjà arrivé de mettre fin des périodes d'essai. Sauf qu'il y a un délai de prévenance. Donc, normalement, le gars, il est censé rester 1 semaine, 2 semaines avant de partir. Bizarrement, quand vous dites qu'on met fin à la période d'essai, le lendemain, il n'est pas là. Oui, je veux bien croire. C'est pas une surprise. Ouais, non, mais du coup, il faut réussir Ah ouais, bien sûr. à s'organiser par rapport aux effectifs. C'est sûr. De toute façon, on l'a bien vu pendant ce webinaire, il n'y a pas de science exacte dans le monde de l'entrepreneuriat. On fait des erreurs, on a des victoires, on tâtonne, mais en tout cas, voilà, moi, j'ai été ravie de t'avoir, Dounia, et de vous avoir aussi, Sarah et Alexis. C'était hyper enrichissant. Très contente d'avoir une femme entrepreneuse dans nos webinaires, c'est très chouette. Côté Combo, on a un prochain webinaire qui arrive le 25 juin à 15h, si ça vous intéresse, justement sur les relations entre les gérants et les cabinets d'expertise comptable. Donc, ce sera avec Penny Lane. Si ça vous intéresse, on va avoir le lien dans le chat. Si vous voulez accéder au replay, ça vous sera envoyé directement par mail ou attendez juste qu'on se déconnecte et ça va se lancer automatiquement. Merci encore, Dounia, Sarah et Alexis. C'était super de vous avoir. À toi. Merci, Julie. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bravo. On est encore en live, j'ai l'impression. C'est étrange. Est-ce que vous nous entendez encore? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a écrit end, pourtant. Je pense que c'est bon. Ah, vous nous entendez, Anne-Laure, Mylène? Eh bien, très bonne journée.